Ils ont mis 4 ans pour se rendre compte qu'ils se sont dit, mais à un moment donné, il est pas là, lui, c'est pas possible. C'est quoi la maladie qu'il a? 4 ans. Je dis, ça va et tout. Je dis, alors, ils sont combien ce soir? Elle me dit 3. Oh, putain. Allez, vite. Écoute-moi bien, mon ami, tu rentres pas, je te dis. L'accent a été vraiment une barrière incroyable pour le cinéma. Tout va bien, Et comment les gars. ça- ouais, voilà. Non, mais les gens, ils me disaient, des fois, dans la rue, les gens me disaient, oh, tu n'as pas des pneus. Mais il y a où des pneus? Mais il y a où tu as des pneus? Tu es con ou quoi? J'en ai pas, moi. Salut les potos de la youtuberie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en mode interview chez les copains de Mediacast. Si vous voulez enregistrer un podcast, les amis, c'est le lieu idéal à Marseille. Je vous mets l'Instagram en description comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un humoriste et acteur marseillais. Et franchement, les amis, j'ai regardé tous ces spectacles, je les connais tous par cœur. Vraiment, je suis honoré de l'avoir avec moi sur cette vidéo. Les amis, aujourd'hui, je reçois Patrick Bosso. Salut Patrick, ça va ou quoi? Ça va, ouais, très bien. Très content, vraiment. Dans tout ce que j'ai dit, je te promets. Ah. Les talons devant, Bosso exagère trop, la courte échelle, du bonheur, tout. T'étais petit, non? Et oui, j'étais Ah bon. petit. Et tu fais partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Voilà, je fais de la scène aujourd'hui, j'ai fait de la radio, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait plein de choses. Donc voilà, vraiment, je voulais juste désamorcer le truc en disant que je suis trop heureux de t'avoir, merci beaucoup. On est là parce que on te voit un peu dans les comedy clubs en ce moment et ça fait plaisir. Du coup, on va discuter un peu de tout ce que tu as fait dans ta vie. Pareil, on désamorce. Alors oui, on va parler de toi, mais vraiment, on a envie de savoir plein de choses parce que ça fait plus de 30 ans de carrière. Incroyable, c'est dingue, c'est magnifique, bravo à toi. Les amis, avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne 100% JM, je compte sur vous. Et vu qu'on voit Patrick en ce moment dans les Comedy Club, la question finale, ça sera est-ce qu'il revient avec un spectacle pour bientôt? Restez bien jusqu'à la fin. Alors, Patrick Bosso, pour ceux qui ne le connaissent pas, humoriste marseillais, acteur marseillais, tu as joué une bonne dizaine de spectacles quand même. Ton enfance à Marseille, tu vis à la tu nais à la Belle de Mai, tu pars au Panier. Ensuite, au Laurier, si je ne me trompe pas. C'est ça. Naissance à la Belle de Mai, les Lauriers et le Panier. Ah, ok, d'accord. Pur Marseillais. Ouais, pur Marseillais. C'est-à-dire qu'après, c'est pas un choix, c'est comme ça, quoi, tu vois. Donc, je n'ai là, moi, une famille d'ouvriers, voilà. Ma mère, tata dans les écoles, mon père qui travaille sur le port de Marseille. Mes parents, ils habitent dans un bidonville, un peu, quoi. Donc, enfin, pas un peu, c'est un bidonville avec des Espagnols, des Arméniens, un peu tout ça, tout mélangé. Les Arméniens, Voilà, non, mais c'est vrai. Et donc voilà quoi. Et donc après, quand ils font cette autoroute là qui rentre dans Marseille, ils détruisent tout et donc on se retrouve tous dans les cités. Ouais, d'accord. Et donc voilà. Et nous c'est HLM les Lauriers. Ok. Bonne enfance. Comment tu étais comment comme enfant, un peu foufou, un peu timide. Tu sais, il y a toujours ce mythe. Ouais, non. Quand tu nais dans une cité. Tu sais pas que tu nais dans une cité. Tu crois que tout le monde est né dans une cité, en fait, quoi. C'est quand tu sors de la cité après que tu dis oh là là. En fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que nous. Alors. Mais au début, tu es content, quoi. En plus, c'était des champs, des trucs. C'était le début des grandes barres d'immeubles comme ça. Les cyprès, les bleuets, les oliviers, tous les noms de fleurs. Exact. Et, ou d'arbres, des champs, des collègues de partout. Parce que dans une cité, on est un million. Donc, des matchs de foot à 42 contre 42, tu touches pas le ballon. Des fois, je savais même pas que je jouais. Et donc, voilà, quoi. Donc, une jeunesse comme ça. J'allais dire de rigolade. Ouais, c'est ça. Voilà, d'accord. Ok. À l'école, ça se passe bien ou c'est compliqué? Non, c'est compliqué, mais c'est pas dû à une turbulence ou un truc ou un machin. J'ai été un peu bon qu'avec les instituteurs ou quoi que j'aimais. D'accord. Il fallait qu'il y ait un lien affectif, qu'ils m'aiment bien ou quoi. Et là, à ce moment-là, je m'intéressais à ce qu'ils me disaient. Sinon, ça m'intéressait pas, quoi. C'était quoi les matières du coup que tu kiffais un peu à l'école? Je me souviens un jour comme quoi en rédaction, j'étais bon. D'accord. Et donc voilà, mais on m'a jamais dit putain un jour tu écriras des spectacles. Mais du coup j'avais toujours 0 parce que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et après vers les 15-16 ans, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et, petit boulot, c'est ça? Tu fais des trucs? Voilà, c'est ça, 50 000 boulots, livreur de bière, là, les fûts, là, quand tu vois les mecs. Livreur de plis aussi. Et voilà, madame, le premier pli. Voilà, les plis, les trucs sur les quais, je sais plus combien de boulots après. D'accord. Voilà. Petite parenthèse famille, est-ce que c'est vrai que ton père était le cousin de Zampa? Ouais, ça c'est vieux ça. Mais j'ai bossé quand même. C'est vrai, putain. Zampa qui était. Ouais, mais là c'est pareil, j'étais minot moi, donc. Un parrain du milieu marseillais. Ouais, mais voilà quoi, donc j'étais, comment on appelle ça? Spectateur. Si, ouais, puis les parents à l'époque, mon père, moi j'avais pas une relation, tu sais, il t'explique, tu parlais pas quoi. Mais c'est ça. Il me disait rien, donc voilà, il partait travailler, il y avait tonton, tata, voilà. C'était des familles italiennes, voilà, très aimantes, très.
Enfin, c'est pas un cliché, quoi, mais beaucoup ensemble, les frères, les sœurs. Mais très timide sur les sentiments, quoi. Ouais, voilà, mais par contre, il n'y avait pas de mon fils, tout ça. Ouais, tout, voilà. Ok. C'était plutôt vieillissant enculé. Chacun sa manière de l'exprimer. Et comment, du coup, t'en arrives à la première scène? Est-ce que ta première scène, elle se fait à Marseille? Putain, là, ouais, alors je vais essayer de te raconter ça. Non. Mais moi, je sais même pas le métier de comédien, je sais même pas qu'il existe. Tu comprends, les lauriers, on est loin, quoi. On n'a jamais été au théâtre. J'ai jamais vu ça, moi, quoi. On regarde un peu de films à la télévision le dimanche, et encore. Donc, il n'y a pas de truc de culture. Le seul qui avait un petit peu de culture, c'était le frère de ma mère. Il était souvent au Baumette. Il avait droit à la bibliothèque. Donc, il lisait en prison. Donc, quand il sortait, c'est lui qui nous disait, c'était notre Bernard Pivot à nous. Incroyable. Tu vois, donc des fois, voilà, alors tout dépend de la longueur des peines. Il nous disait, lisez tant de livres. Tu vois ce que je te veux dire? C'était nos cours de peine. Il disait, j'ai lu 2 livres, je vous les conseille. Tu vois, donc voilà, ça c'était notre conseiller. Il faisait pas des délits pour aller au Voilà, livre, c'était notre conseiller littéraire. Donc, le boulot non plus, ça m'ennuie. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est dur quand t'as pas de passion, que t'as pas tu sais pas, quoi. Tu sais que c'est pas ça. Mais tu sais pas ce que c'est, voilà, exactement. Comme beaucoup de jeunes à l'heure actuelle aussi, je pense. Voilà, c'est ça. Alors en plus, bon, au milieu, moi, voilà, rentre à la mairie, quoi. Tu vois, c'était une phrase, tu sais, bon, t'es bon à rien, rentre à la mairie. Hein. Je vais voir si je connais quelqu'un, je vais te faire rentrer à la mairie. C'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, après moult péripéties, je m'en vais un peu, mais alors vraiment dans des conditions avec mon cousin, pas du tout, agence de voyage, tout ça, comme on dit chez nous, à la One Again, au Canada, là-bas, à Montréal. Où il avait écrit Exit et Emergency. Voilà, ça c'est encore une ref du spectacle. Ouais, c'était endormi dans l'avion. Et aussi des pommes de terre où on avait dit des appels de par terre, voilà. Et ça, c'est des histoires vraies. Et donc voilà, donc on se retrouve là-bas, nanani nanana, on vit un truc de fou, une histoire, on reste 6 mois là-bas, quand on revient... Qu'est-ce que je vais faire et tout. Mon cousin, il me dit, qu'est-ce que tu vas rester là? Pourquoi tu vas pas à Paris? Mais il m'a dit ça, comme s'il m'avait dit, pourquoi tu vas pas à Biarritz? Mais j'ai dit que je vais aller foutre à Paris. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et du coup, je suis le seul. D'ailleurs, quand on avait tourné, on avait fait toute la promo de Bienvenue chez les Ch'tis. Danny Boone avait dit, voilà, lui, c'est le seul qui a fait le contraire. Moi, j'ai demandé ma mutation à Paris. De Marseille. C'est le seul mec qui a fait ça. Quand ils ont décroché, ils ont dit, vous êtes sûr? Donc vous voulez être muté de Marseille à Paris. Ne coupez pas tout de suite. Il est là, il veut venir à Paris. Dis-lui de monter. Demain matin, vous commencez à 8h30. Et donc je suis monté et travaillé à la mairie de Paris. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la mairie de Marseille, c'est la vérité. Là-bas, c'est bande d'émir. Et donc voilà, et j'ai tenu 10 mois. Et après, j'ai plus tenu. Ok. Et je suis parti. Ah ouais? Ouais. J'ai quitté le bureau de la mairie. Un jour, je me suis disputé, je suis parti. Et tu es resté à Paris après ou... Et je suis resté à Paris. Okay. Et j'ai reçu une lettre comme quoi je t'ai radié des cadres des trucs de la ville de Marseille 4 ans après. Tu te rends compte? Bon, ils m'ont pas payé, hein, mais ils ont mis 4 ans pour se rendre compte qu'ils se sont dit, mais à un moment donné, il n'est pas lui, il n'est pas là, lui, c'est pas possible. C'est quoi la maladie qu'il a? 4 ans. C'est incroyable, il n'est pas actuellement décédé. Et voilà qu'arrive l'époque des magnétoscopes et des VHS. Et donc, tu découvres un peu des films. Un peu plus qu'avant. Et tu t'intéresses un peu au cinéma. C'est un peu ça le déclic. Ouais, franchement, c'est ça. D'accord. Des cours de théâtre avec Niels Arestrup, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est ça vraiment les premiers pas sur scène? Après ça, alors des fois, parce qu'on me dit souvent, mais il y a une part de chance et tout ça. Si j'ai une chance, c'est de le rencontrer. Parce que d'un coup, ce mec qui est au sommet du théâtre à Paris, qui est extraordinaire, d'un prophète de Audiard. Incroyable. Voilà. Et j'ai joué avec lui au théâtre. On est allé faire on a joué en Corse, à Bastia, et les journalistes corses l'ont félicité pour son accent de Corse, d'un prophète, pour que eux te disent ça. Bravo, ça veut dire ça, c'est des mecs qui travaillent et tout ça ici et là. Et j'avais vu un ou de ces films pareil, quoi, La Dérobade en vidéo, et je me suis dit, ce comédien, je l'aime bien, quoi. Il me plaisait. Et un jour, je vois dans un magazine qu'il ouvre une école de théâtre et que en plus, c'est un entretien. C'est pas jouer une scène, j'aurais pas su faire. Mais là, un entretien, je me dis, au moins, je le vois en vrai, de près. Donc voilà, donc je suis allé m'inscrire. On était, je sais pas combien à s'inscrire, une centaine. Et donc, moi, je suis rentré dans le bureau et je l'ai vu. Et je me suis assis en face de lui. Et donc voilà, et évidemment, avec mon accent gros comme une maison déjà, il a souri. Mais quand il a souri, il m'a pas dit...
ouh là là là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et ça, on en parlera après de l'accent. Voilà, et on parle et tout, nanani, je vois que je le fais rire. Et ça, ma naïveté, j'ai aucune référence, j'ai rien du tout quand il me pose des questions. C'est-à-dire que tu vas dans un centre de formation du Real de Madrid et tu n'as jamais joué au foot et tu sais pas ce que c'est le foot. Tu connais pas les règles, rien. Et tu dis bonjour, je voudrais rentrer au centre de formation. Je voudrais être titulaire. Et voilà, il va te dire, mais attendez 2 minutes, je sais même pas les joueurs de l'équipe, rien. Et je pense que ce qu'il a touché, sincèrement, c'est que pour s'inscrire, juste pour passer l'entretien comme ça, il fallait payer l'équivalent à peu près de 20 €. Quoi. Et quand il m'a dit, bon, vous viendrez voir les résultats, tout ça, ici et là, j'ai dit, d'accord, je me suis levé et au moment de partir, je suis revenu, j'ai dit, excusez-moi, les 20 € par exemple, bon, si je suis pris, d'accord, mais si je ne suis pas pris, on me les rembourse ou il y a un moyen de les récupérer ou pas? Et il éclate de rire, il me dit, pourquoi? Je dis, pourquoi? Parce que j'ai dit 20 €. Je dis, et c'est ça. Enfin, c'est un film peut-être, mais je l'ai vu. Ouais, il y a un truc. Il s'est dit, putain, lui, s'il est capable de mettre 20 € alors qu'il n'a pas une flèche, c'est qu'il a envie, quoi. Donc, je vais le prendre. Et il en prend une 30aine. Et là, je travaille avec les plus grands profs de théâtre de Paris, les plus grands acteurs, mais des pointures. Mais moi, je ne sais pas. Donc, je ne suis pas... t'es pas impressionné? Non, je les respecte et tout, mais à l'époque, Philippe Léotard, qui venait d'avoir un César pour La Balance, Michel Piccoli, regarde ces comédiens, tu verras. Et il nous parle, il nous raconte des trucs. Et moi, je reste un an. Après, je m'ennuie encore pareil. Au bout d'un an, je me dis, bon, ça va, c'est bon. Parce que tu montes sur scène, tu fais des trucs. J'ai vécu un peu pareil au cours Florent. J'ai fait une année de cours Florent. Bravo. Et du coup, après, tu vois, en plus, c'est peut-être parce que tu attends au fond de toi et tout. Et je peux comprendre, je vois peut-être la déception. Puis surtout, je voyais des élèves en cours qui venaient des grandes écoles, Théâtre National de Strasbourg, qui faisaient que des cours. Et en fait, l'année prochaine, je fais le cours de lui, Mais à un moment donné, on va faire des cours. Et puis moi, j'avais pas d'oseille. Il faut payer tous les mois. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre pendant... Alors, j'ai eu le truc vraiment à la Spunz, moi, parce que ce que je raconte dans le spectacle, où je dis laissez passer le mort dans un Shakespeare, une phrase, tous les élèves, ils ont tellement rigolé, et Nils aussi, qu'il a arrêté le cours. Pour une phrase, il a arrêté le cours. Alors, quand on le dit comme ça, mais toi, t'as honte, parce que tu comprends pas pourquoi il rigole, puisque toi, tu l'as dit sérieusement. Et donc, là, Nils m'a dit, et c'est là c'est la chance qu'on parlait, il me dit, bon, t'inquiète pas, il me dit et tout, bon, oublie Shakespeare, Molière, tout ça, il me dit. Et il me donne des noms d'auteurs contemporains, américains, Sam Shepard, qui écrivent des pièces, qui parlent du Texas, les mecs ont l'accent, donc ils m'aident. Qui te ressemblent un peu plus. Exactement. Puis je suis le seul à qui il autorise de jouer des scènes de film. Aux autres, non, il leur dit non. Et moi, comme il voit que je ne peux pas jouer des trucs, je ne sais pas, il me dit, j'ai joué la scène de Scarface, par exemple, quand il est sous. Mais il me dit, moi, je veux bien que tu passes de scène, il me dit. Mais c'est quoi l'enjeu de cette scène? Je dis, de jouer le fait d'être sous, parce qu'on a toujours tendance à faire le trou. Quoi. Il me dit, d'accord alors. Et donc, du coup, je jouais des scènes de Scarface, alors que les autres, ils se tapaient des vieux classiques. Et donc, voilà, en quoi ça a été une chance. Quoi. Il est décédé, peu cher, paix à son âme, évidemment. Après, du coup, une fois que tu fais ces cours de théâtre, quand est-ce que tu fais la bascule de te dire, bon, j'écris des sketchs? Parce qu'au début, tu joues des pièces, des trucs comme ça. Non. Mais alors, c'est Nils Arestrup qui, à un moment donné, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, parce qu'il me dit, monte sur scène. Parce que moi, je me défaussais chaque fois, je disais, là, je suis en train d'écrire des trucs. Et à un moment donné, ça passait plus. Deux fois, 3 fois. À un moment donné, il m'a dit, il est où, Patrick, tu peux monter sur scène? Et t'imagines la pièce noire, tous les élèves. Nils Arestrup, en plus, il en impose. Tu vois, donc il était capable de te dire des choses limite méchantes sur scène, pour si t'étais bidon ou quoi. Avec Yves Lemoigne, qui est un professeur aussi magnifique, qui a fait passer le conservatoire à tous les plus grands comédiens qu'il y a aujourd'hui. C'est lui qui leur a fait passer le conservatoire et réussir. C'était un grand prof. Il y avait lui aussi. Moi, mamie. Toi, tu te retrouves. Et voilà. Et donc, j'arrive sur scène et comme ça. Donc, tu es comme ça. Tu dis oui. Et j'entends du fond. Ce que tu me dis là, que tu écris là depuis là, mais vas-y, il me dit, dis-le comme ça. Et là, voilà, quoi. Après, tu as un réflexe de survie, quoi. L'autre, il nous avait expliqué, Michel Piccoli, il nous avait dit, à un moment donné, c'est comme un saut en parachute. Il ne faut pas que tu réfléchisses. Tu commences à réfléchir, le parachute et tout, tu ne sautes pas. À un moment donné, il faut y aller. Et là, j'ai dit, je peux prendre 2 secondes? Il m'a dit oui. Je me suis mis derrière le rideau et je suis parti sur un truc de la timidité, enfin, tout ça. Et tous les élèves, ils ont applaudi. Ah putain, c'est beau. Et je les ai entendus rire, mais rigoler. Mais pour l'histoire que je racontais. À la fin, je me rappellerai toujours la dernière phrase, je regardais tout le monde et je disais, et moi, j'emmerde la timidité. Oh putain. Magnifique. Dans le sketch,
Je rentrais au cinéma, je voyais un film d'Arestrup, donc je me moquais de son nom, tout ça, nanani, enfin. Ils ont tous rigolé. Et Arestrup m'a dit, il faut que tu écrives un truc. Et comme c'était le directeur... C'est ça le déclic, c'est magnifique, c'est une belle histoire, franchement. Et je pense... Il n'y a pas beaucoup, enfin, tu as fait beaucoup d'interviews, mais il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Donc, vraiment, c'est trop cool de voir un peu le parcours. C'est vraiment la base de base. C'est pour ça que je le fais, parce que comme moi, je viens des quartiers, comme on dit à Marseille, je viens des quartiers, tu as compris, les Lauriers, le Panier, bon, voilà, quoi. C'est des quartiers, la Belle de Mai. Et s'il y a peut-être, je sais pas qui c'est qui regarde, quoi. Alors, évidemment, les moyens maintenant ont changé, c'est plus des vidéos et tout ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, 6 mois... Après avoir quitté l'école, après le lycée Diderot, en maçonnerie, je ne sais pas quoi il m'avait mis là-bas dedans. Si je suis arrivé moi, tu peux y arriver. Exactement, c'est une très belle phrase. Du coup, il y a ces cours avec Niels. Ensuite, il y a un premier spectacle, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Bosso, c'est méchant. Voilà, ça c'est les premiers trucs. C'est comme vous maintenant, quand vous faites un truc, tu vois, dans les comédie clubs. Nous, c'était, il fallait avoir un truc pour aller présenter qu'on te prenne, quoi, dans un café-théâtre et tout ça, ici et là. Et moi, je pars à l'aveugle. Et c'est là où mon cousin, Pierre, avec Jean-Marie et Eric, les 2 frères Cantona, et mon cousin Pierre, on monte une petite association pour essayer d'aller jouer, de faire des trucs. D'aller jouer, voilà, quoi. Et je joue à Paris, dans un petit théâtre. L'année des bicentenaires de la Révolution, là, ils bloquent tout Paris et tout, mais en fait, c'est pareil, on y est allé à la one again. Quoi, tu vois. Et donc, comme on dit à Marseille, je joue devant des gueules, en fait. Quoi. En fait, quand j'ai lu sur Internet, ça me faisait mal au cœur, mais j'ai lu, tout le monde dit, c'est un échec, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. C'est même, c'est un échec. C'était obligatoire. Avec le recul, tu te dis, mais comment tu veux y aller sans affiche à Paris? Il y a 160 spectacles, t'es pas connu, t'as fait 0 télé, tu as monté une petite association, tu vas dans un truc. Je drague la mère de ma fille. Donc, elle a 24, 25, j'en ai 2 de plus ou 3 de plus. Et tu sais, dans ce moment un peu de séduction, mais à un moment donné, tu as bien compris que je ne gagne pas ma vie avec ça, donc je travaille, je fais des programmes, demandez le programme, tout ça, merci. Et je lui dis, viens me voir au théâtre si tu veux, samedi soir, tu sais, t'es content quand même un peu, tu sais, tu dis au théâtre et tout, tu as compris et tout. Et elle me rappelle le vendredi, en me disant, je suis désolé, je ne pourrais pas venir, j'ai une couple d'amis qui viennent, elle est des Ardennes, donc ils viennent à Paris me voir, et moi, grand seigneur, j'ai dit, écoute, je te rajoute 2 invitations. Quoi, tu vois. Elle me dit, je te dérange pas vraiment, sinon tu me le dis et tout. Je dis, non, 3 places, d'accord. J'arrive au théâtre, il y a la fille, tu vois, qui tient le théâtre, là, je dis, ça va et tout. Je dis, alors, ils sont combien ce soir? Elle me dit 3. Oh putain. En plus, tu sais, t'es dans un truc de drague, tu vois, c'est pas 3 collègues. Puis tu dis, oh les gars, bon, maintenant, on se manger grec, bon, mais voilà, vous avez compris, hein, voilà, non, là, c'est le truc. Et tu le joues? Ben non. Mais je peux te dire que la demi-heure ou les 3/4 d'heure avant dans la loge, quoi, tu vois, où tu cherches à prendre une décision, qu'est-ce que je fais? Je me souviens, il y avait des grands escaliers, je les ai descendus, ils m'attendaient en bas, les pauvres. Je dis, je suis désolé, ça m'avait coûté un restaurant en plus, parce que je vais pas leur faire payer le truc alors que j'étais à la rue complète. Et donc voilà. Incroyable. Ça, c'est des moments et comment on le vit cet échec? Parce que du coup, derrière, ça va venir. Mais après, un échec comme ça, parce que d'après ce que j'ai compris, le gros succès, le tournant, c'est quand même 6 ans après, vers 97, avec le spectacle Les Talons devant. Oui. Putain, 6 ans. Ouais, c'est long. C'est long. Et encore tout à l'heure, tu m'as dit, tu étais arrivé à Paris en 86. Ouais. Ça fait 11 ans. Bien sûr. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit j'ai mis 11 ans pour être connu du jour au lendemain. Exactement, je connais. Donc voilà, c'était long, quoi. Je travaillais à Pigalle, j'ai fait le chasseur la nuit. C'est quoi le chasseur, j'ai vu? Chasseur, c'est quand tu es devant un cabaret ou un bar un peu américain, on va dire. Et où tu as les mecs qui passent, là, quoi, tu vois, et que tu les alpagues. D'accord. Voilà. Tu as vendu des t-shirts aussi pour les concerts. J'ai fait ça pendant 3 ans, la nuit. Jusqu'à 3h du matin. Oh là, pendant les tournois des Sept Nations, les Écossais qui pissent comme ça et tout, que tu vois ce que je veux dire, que tu es obligé de faire, tu as compris, tout ça, quoi, les milieux de la nuit. C'est un bel univers, en fait. Tu avais les trucs comme dans les films, avec les trucs, le Liberty en face qui s'allume et que c'était sur toi, tu vois. Il neige, il pleut, j'avais ça sur le trottoir, enfin voilà. Et après, j'allais vite au cours de théâtre. Je passais de ce milieu-là, de la nuit. Le matin, je me levais, j'allais au cours de théâtre. Être ou ne pas être, y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir les flèches ou les fronts de la fortune outrageante, bien s'armer contre une mer de douleur, à l'arrêter par une révolte. Écoute-moi bien, mon ami, tu rentres pas, je te dis.
Tu comprends ce que je veux dire? Incroyable. Oh putain. Après, quand je travaille, j'économise. À Bercy, là, quand je vends les t-shirts et tout ça, je fais la tournée de Michel Sardou, je fais la tournée de Rock Voisine. Ah, maintenant, les programmes. Oui, complètement. Donc, c'est un boulot de fou. Mais comme on travaille tous les jours, donc je gagne de l'oseille, et puis je la mets de côté. Donc, du coup, je dis à tout le monde, après les gars, je m'en vais. Je reviendrai, je ne sais pas quand. Et voilà. Et je suis revenu un an après en disant, les gars, j'ai niqué toutes mes économies. Par contre, il n'y a personne qui m'a appelé, donc je reviens. Ça, c'est dur de revenir et de rebosser dans un endroit où tu étais parti pendant un an. En plus, en disant, tu vas voir les gars, je vais essayer, tu vois. Et après, à un moment donné, quand même, tu te dis, il va bien se passer quelque chose, j'espère. Et justement, c'est toujours pareil, quoi. C'est dans les moments où tu dis, non, je vais pas y aller à cette soirée, je suis fatigué, je suis bien à la maison et tout. Ou à un moment donné, tu vas y aller, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et est-ce que toi, ça t'est arrivé dans ces moments-là, justement, d'avoir envie de tout arrêter? Quand tu te dis, putain, c'est bon, il n'y a personne qui m'appelle, il n'y a personne qui veut de moi, je fais tout ce que je peux. Est-ce que tu t'es déjà dit, allez là, c'est fini? Non, parce que quand même, j'avais, je vous raconte tout, un cousin à moi qui avait un Solex volé, il me l'avait donné, et je l'allais monter à Paris. Et, tu montais à Paris en Solex? Non, je l'ai mis dans le train. Alors là, et à l'époque, tu pouvais y voyager la nuit. Des fois, je roulais dans Paris la nuit, un Solex, je me disais, Patrick, quand même. Tu sais, quand tu as 25 ans, tu vois, 26 ans, après, grâce au cours de théâtre, ça a été un truc extraordinaire parce que d'un coup, tu te fais 30 collègues, 30 amis. Donc, on se voyait. D'un coup, j'avais une vie sociale. La secrétaire de l'école m'a pris en affection. Elle avait des invitations de pièces de théâtre. Oui, à l'époque, aux écoles, ils donnaient beaucoup d'invitations. Chaque fois, elle me disait, moi, tu as bien compris que j'habitais au 6e étage, sans ascenseur, des escaliers, c'était de l'escalade. Tu montais, tu étais ruiné. Et mansardé, je disais ça dans un spectacle. Mansardé, moi, je savais pas. Mansardé, ça fait un mot un peu à la Louis XIV. Oui, ce château, tellement mansardé, tu vois. Mansardé, j'étais dans le salon, là, j'étais dans la cuisine. Dès que je pouvais m'échapper de là, je m'échappais. C'est ça. Et du coup, je suis allé voir des spectacles, mais tu en reviens pas. En suédois, des pièces de mecs, des metteurs en scène. Hans-Peter Grinsberg, tu le connais celui-là? Au TNP de je sais pas quoi, de Courbevoie. Tu te dis, mais qui va y avoir? Quoi? 900 personnes. La pièce, si elle est courte, elle dure 4h30, 5h moins le quart. Là, tu t'en sors bien. Sinon, à 5h moins le quart, une fois, je me suis levé, j'ai dit, excuse-moi bien. Elle m'a dit, c'est l'entracte. C'est l'entracte, mais je vais mourir. Et donc, j'y allais par curiosité, tu vois. Donc, j'ai vu des trucs de fou, des pièces magnifiques, des trucs que je comprenais rien, des mises en scène où j'étais ébloui. Je me dis, mais vraiment, c'est pas pour faire rigoler. C'est là où j'ai découvert Cobert. Voilà quoi. Après maintenant, voilà. Mais l'acteur, j'allais voir. Après, je travaillais au théâtre de la Renaissance. Je vendais les nuts, tu sais, les bunchies là, tout ça, les machines derrière le petit bar du théâtre. Au lieu de me barrer, je restais. Hop, je montais au 4e balcon, en avant-pompon, et je regardais toujours la même pièce. Des fois, je jouais 6 mois. Comme ça, au 3e balcon, au 1er, à gauche, à droite. Je me disais, putain, lui, il a fait ça hier, aujourd'hui, il le refait pas. Je me sentais presque pas privilégié, mais j'avais une vie. Après, je prenais mon soleil, j'allais là-bas. Tu étais content de vivre cette vie, pour toi, c'était déjà un privilège. Et puis, sans me vouloir dénigrer, mais quand j'étais à Marseille, mes collègues étaient à 90 carreaux. Quand je redescendais 6 mois après, ils étaient à 5 heures. C'était toujours la même partie de carte. Tu vois, ça, c'était une phrase que tu avais dit aussi. Voilà, donc du coup, je me disais, ben voilà, je suis plutôt pas mal. Du coup, 97, le premier succès, on va dire, avec les talons de vent, comme j'ai dit. Qu'est-ce qui a fait que c'était mieux que les premiers échecs? Est-ce que ça a été au niveau de l'écriture? Est-ce que ça a été au niveau de la promo? Tu t'es entouré? Comment d'un coup ça explose dans ces années-là où il n'y a pas les réseaux sociaux, les amis? Il y a la télé, il y a la radio, mais comment on réussit à cette époque? Tu vois, je vais vous raconter un truc, c'est incroyable. En fait, la chance, c'est des petits galets, tu vois. Je veux pas faire le grand maître japonais ou je sais pas quel pays là-bas, mais où d'un coup, tu as l'eau qui coule, tu sais pas comment tu vas faire, et d'un coup, tu vois le galet. Tu te dis, sur celui-là, je vais pouvoir m'appuyer peut-être, tu vois. Et tu t'appuies. Et quand Nils Restrup me prend en affection et qu'il m'amène avec lui, parce que lui, c'était un rebelle, il allait pas dans les trucs, tous les Césars et tout. Et il y a un établissement qui s'appelle le Sherwood à Paris, qui était très connu par tous les grands comédiens, parce qu'il était ouvert tard la nuit, et donc tous les comédiens, après leur représentation, venaient dans ce bar. Les Jacques Villeray, les Daniel Auteuil, les Bacri, enfin tout le monde venait là, quoi, la nuit. Et lui, Richard Bohringer, et lui m'emmène. Et donc ces mecs de la nuit, là, qui restent jusqu'à 5h, 6h du matin sur les canapés, il y en a qui restent renfermés dedans, ils fument, enfin, ça rigole et tout, ils me prennent en affection. Et Jean-Michel Ribes, qui est à l'époque au top, qui fait Merci Bernard des émissions pour Canal et tout ça, ici et là,
c'est lui qui découvre Bakri, qui découvre toute cette bande de comédiens. Le patron du Sherwood me dit, moi j'ai pas d'agent, j'ai rien du tout, tu as bien compris. Des fois je travaille au Sherwood, des fois je porte des assiettes. Il me dit, bon écoute-moi bien, il me dit, demain, et je vous jure c'est vrai, hein, il me dit, à Jean-Michel Ribes, il vient déjeuner, parce qu'il y a la pièce, tu le sais, il me dit, Bref de comptoir, de Jean-Marie Gouriot. Et c'était une pièce qui se jouait au théâtre Héberto, qui faisait un carton, très Saint-Bernard, un carton plat craqué. Il dit, il y a 2 comédiens, ils arrêtent. Et il dit, il vient demain au Sherwood en rencontrer un, Michel Cremades. Et il me dit, toi, fais semblant de venir. C'est trop, c'est ça. Mais je vous jure, c'est vrai. Hein. Je ne vais pas inventer ça. Non, il me dit, fais semblant de venir avec Isaac, un truc comme quoi on va jouer au foot, parce qu'on avait fait une équipe le Sherwood. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Il me dit, tu viens. Il me dit, tu bois le café, tu attends. Et là, hop, avec Michel Cremades, un ami à moi, qui est dans les ripoux, on fait un grand comédien. Et quand il sort, il va comme ça, entre le comptoir et moi, comme ça. Jean-Jacques dit, tiens, ben, je te présente, tu sais, le Marseillais, là, on va jouer au foot, là, il est, moi, dans le sac, j'ai rien. Il dit, je te présente le Marseillais, là, tu sais, que je t'avais parlé, tout ça, ici, là, regarde la vie, ce que c'est. Rib, il me regarde comme ça, il me dit, qu'est-ce que vous faites demain soir? Mais non. Moi, j'ai fait comme ça, sans même réfléchir. Tu sais, j'ai rien. Il me dit, avant la représentation de 21h, venez à 18h, il me dit, on fera une lecture. Oh putain, mais c'est pas possible, il s'en va. J'ai dit, Jean-Jacques, mais viens, mais tu te rends compte, tu rendez-vous. Et là, j'appelle à Nils Rastrup. Je dis, Nils, une lecture, comment on fait? Je sais pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ben, tu lis. Il me dit, et si à un moment donné, les autres, ils mettent des sentiments et tout, laisse-toi emporter. D'accord. Et là, je me retrouve. Chantal Neu vers l'autre de mon Molière. Ils avaient trouvé déjà le deuxième, c'était Jean Benguigui, qui remplaçait, tu vois, le petit Jean Benguigui, qui remplaçait un des 2 comédiens. Et il a manqué un. Et je vais à la lecture. Donc on est sur scène. Les autres jouent à 21h, ils sont convoqués plus tôt. Que des comédiens confirmés. Très, très, très confirmés. Ribes, metteur en scène. Et je commence la lecture. Évidemment, la première phrase, il rigole. Mais comme ça se passe dans un bar, c'est des brefs de comptoir. Je peux être un personnage de la France, dans les bars, tout ça, nanana. Et je fais une très bonne lecture. Je le sens que je les ai fait rire. Il me dit, bon, d'accord et tout. À l'époque, on avait un répondeur comme ça, avec le rouge, tu avais un message, vert, pas de message. Rouge. Est-ce que tu peux revenir demain faire une lecture? Oh putain. Je retourne le lendemain, refais lecture. Une semaine après, il me dit, avec l'auteur, Jean-Marie Gouriot, il vit à Paris, il faut qu'on se voie tous les 3, tu vas nous faire une lecture pour nous. Oh putain. Je refais une lecture pour nous. Ma fille vient de naître, pour te la faire courte, peut-être 15 jours après, j'ai eu un message rouge, il m'a dit, c'est bon. C'est toi qui as le droit. Elle est incroyable l'anecdote, elle est folle. Le coup du bar là, c'est incroyable. Mais ça se fait souvent comme ça, tu sais, sur des petits trucs. Mais là, ça faisait depuis longtemps que je faisais plus rien. De toute façon, j'avais jamais rien fait. Donc c'est même pas que je faisais plus rien, j'avais rien fait. Donc tu te rends compte d'un coup, un théâtre plat craqué. La pièce nommée Molière. Ma première représentation avec Jean Benguigui, je partageais la loge. Il y a une tradition au théâtre qui fait que chacun se fait un petit cadeau. Mais un cadeau à 5 € pour marquer le coup, quoi. Moi, je suis dans ma loge à 18h30. Je connais pas les traditions, je sais rien. Encore une fois, j'arrive, le centre de formation du Real de Madrid, j'ai rien compris. J'entends taper. Hop, je vois là, Chantal, tiens, Isabelle, tiens, Patrick. Et moi, j'ai rien pour leur donner. Oh putain, d'un coup, l'autre, je dis, mais pourquoi tu me fais ce cadeau? Elle m'explique la tradition. Là, je sors vite du théâtre en courant. J'achète vite 6 conneries dans les trucs, les machins, les patins. J'ai fait, mais je peux pas manger. Je m'achète un yop, je me rappellerai toujours. Je rentre avec le yop et tout. Je donne les cadeaux et tout ça, ici et là, nanana, je bois le yop, écoute-moi bien. Comme il est rentré, il est parti. Il a dit, il va mourir. J'étais par terre. Il a dit, il va mourir. J'ai dit, je peux pas aller là. C'est trop pour moi. Dans quoi je me suis mis. Et après, voilà, après, je l'ai fait. Puis après, on a fait une tournée. On a acheté un canapé chez But. Après, la vie. Alors, après la siesta. Même 2 tabourets aussi, on a acheté. Voilà, après, c'est parti. Incroyable. Ok, ça, c'était du coup avant le succès perso ou c'était. Alors, lui, là, à ce moment-là, Jean-Michel Ribes, qui est donc metteur en scène, très grand metteur en scène de théâtre, qui avait mis en scène Valérie Lemercier juste avant moi, me dit, si tu écris un spectacle, je veux bien te faire la mise en scène. Oh putain, j'en reviens pas. Donc le producteur de mon spectacle, qui est le fils de Claude François, parce que là, pour me faire une autre émission, parce que là, si je te raconte le fils de Claude François, il est parti, on a pour 15 heures. Parce que c'est un drôle de truc, le fils de Claude François et moi, t'as bien compris qu'on est un couple improbable. T'as bien compris. D'où on vient. On ne doit jamais être ensemble. Et pourtant, ça a été mon producteur pendant 20 ans. D'accord. Et c'est mon ami encore aujourd'hui. Et donc, me dit, oh là là, Jean-Michel Ribes, d'accord, quoi. Et c'est lui, Ribes, quand je lui parle, qu'on discute, parce qu'il me dit, des fois, il écrit des trucs avec moi,
Il me dit, mais Les Talons de Vent, il me dit, c'est un titre extraordinaire. Et c'est lui qui a trouvé le titre, Les Talons de Vent, c'est pas moi. Ok. Et c'est ce premier spectacle qui te fait un peu exploser aux yeux du grand public. Exactement, parce que je joue 9 mois là à Paris quand même. Ah ouais, c'est normal. Eh oui. Tous les soirs ou... Tous les soirs. Oh putain, ouais. 9 mois. On s'arrête juste l'été, là, juillet, août, pour que je fasse des dates de tournée. Ah, encore. Et après, je reprends en mi-septembre et je vais jusqu'en décembre. Ah ouais. À la Pépinière Opéra, un très beau théâtre. D'accord. Et donc, on fait une captation pour France 2. Là, ça commence. Ouais, j'ai vu qu'il y avait même sorti des CD audio du spectacle à l'époque. Des audios, c'est ça. Les DVD, évidemment. Là, ça commence. Ça commence un peu quand même. Tu vois, tu as le logo sur l'affiche France 2, tout ça. Je commence un peu à exister. Je te dis, ça y est, ça commence à sentir bon au bout de 15, 12 ans. Ouais, à peu près. Quand même. Et d'ailleurs, à l'époque, comment on testait ces blagues? Parce que nous, aujourd'hui, les humoristes, on va dans une comédie club, on fait un passage de 7-8 minutes, on voit ce qui marche, on jette ce qui marche pas. Mais à l'époque, il y a des comédie clubs. À l'époque, tu fais quoi? Tu rodes tout ton spectacle? Ça, c'est vraiment une question sur l'humour et l'écriture? Ouais, à l'époque, c'est le truc de la tradition de Coluche qui a continué, tout ça, les cafés-théâtres, quoi. Ah ouais. Donc, tu as des cafés-théâtres à Paris, le Point-Virgule, des cafés-théâtres comme ça. Et mais du coup, Blancs Manteaux, il y en avait plein. Tu joues. Exactement, mais tu passais une audition, quoi. Et là, en fait, ce qui est la différence entre aujourd'hui et avant, c'est que nous, il y avait un coup de cœur quand même. Déjà, le producteur, quand il te produisait, c'est qu'il t'aimait bien. Ouais. Il aimait bien ton univers, donc il se disait, j'ai envie de défendre cet univers. Donc voilà, là aujourd'hui, maintenant, si tu fais 1 million de vues, déjà moi je connais des producteurs à moi qui programment dans leur salle des humoristes qu'ils ne connaissent pas. Ah, putain, mais ils savent qu'ils vont me faire plein, parce que l'autre, il leur a dit, prends-le, il est plein. Nous, il y a hors de question que tu jouais comme ça. Donc le mec voyait ton univers, il disait oui. Moi, à Marseille, on m'a refusé. On m'a dit, votre spectacle, il est trop marseillais. À Marseille. C'est incroyable ou pas? Donc voilà, c'est après quand j'ai joué à Paris que j'étais connu que je suis venu à Marseille, mais avant non. Du coup, tu as eu un metteur en scène et les auteurs, tu en as eu, on t'a aidé à écrire ou t'écrivais en solo? Non, j'ai toujours écrit tout seul. Ok. Ouais, parce que comme j'ai toujours défendu, j'ai toujours parlé de mon univers. Ouais, complètement, ta famille, ta vie, tout exactement, ça. C'est ça. Okay. C'est pour ça que des fois je prenais mal le truc, un spectacle. Alors des fois on me parlait comme si j'étais l'agence de tourisme de Marseille, tu sais. Ouais. Et donc, pas du tout. Moi, en fait, dans les spectacles, quand j'évoquais ma mère, mes collègues, tout ça, j'évoquais ma vie. Malikian à la casse. Voilà, et c'était des vrais noms. En plus, j'aurais pu naître, je sais pas, moi, où, en Martinique ou un truc. J'aurais raconté pareil. Est-ce que toi, tu t'es déjà auto-censuré en te disant, putain, là, je commence à aller un peu loin? Ça, je pense que cette question, c'est plutôt pour les derniers spectacles, parce que je pense qu'il y a 30 ans de ça, tu écrivais une blague et c'était parti, quoi. C'est-à-dire, au début, en tout cas, tu disais un truc... il n'y avait que les gens dans la salle qui l'avaient vu. Exactement. Comme moi, il y avait des gueux, j'étais tranquille. Pour t'expliquer vraiment le but du truc, c'est que Drucker m'aime bien. Il a entendu parler de moi, tout ça, ici et là. Il a vu des images et tout. Donc voilà, il m'aime bien. Il m'invite à une émission. Il y avait Arthur aussi. Hein. Mais il m'invite à une émission. Arthur, c'est plus parce que j'étais un peu fada, tout ça comme ça. Et là, tu te retrouves... comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de réseau, mais des émissions de Drucker, elles faisaient 10-12 millions. Et tu te foires là, c'est fini. Il n'y a pas de hasard. Et l'après-midi en répétition, donc il y avait tous les plus célèbres humoristes de maintenant, tu vois, je me rappelle plus Gad, tous ceux qu'on est arrivés là d'un coup, là, Laurent Gérard, tout ça. Fête la fête, ça s'appelait ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Et Drucker, c'était le Graal. Tu faisais Drucker, mon pote, c'est que, tu vois, tu avais atteint un truc de crédibilité. Quoi. Si t'es bon à Drucker, c'est fini. Exactement. Okay. Et l'après-midi, je fais le sketch du supporter en répétition. Tu ne mourras jamais, il y a le grillage, tout ça. Et il arrive... le mec parce qu'en télé c'est dur, il y a des caméras partout, les gens regardent aux alentours, tu vois, il y a en plus un plateau télé, il n'y a pas d'ambiance. Drucker pendant que tu fais, il regarde ses fiches ou tu vois, nanana, tu dis oh putain, et tu as les autres humoristes qui te regardent quand même en te disant fais voir ce qu'il va faire celui-là. Et il y en a, il vient me voir, il me dit tu vas faire ça ce soir? Moi j'ai dit ben ouais. Il me dit mais fais-le pareil, il me dit on n'arrivait pas, la caméra elle a bougé et tout. Hein. Il me dit tous les caméramans, il m'a dit refais le même avec la même énergie que ça et tout. J'ai dit, ben ouais, je vais essayer. Et le soir, Drucker me présente et je fais le sketch des supporters. Dans le même état, la même énergie, le même truc, je le fais bien. Quoi. Tout le monde rigole et tout. Je vois les humoristes, tu sais, comme genre validé. Oui. Tu vois, un peu entre guillemets. Genre, après Drucker te valide. Et je te promets, c'est vrai, à la fin de l'émission, il me dit, je jouais à la petite salle du Palais des Glaces à Paris. Et il me dit, demain, c'est la grande. Tu verras, il m'a dit. Ta vie, elle change. Et donc, l'émission passait le samedi soir. Le lundi, j'ai commencé à voir dans la rue des gens qui te disent Brosseron, vous êtes qui? C'est pas vous qui faites des recettes de cuisine à la télé? Je vous ai vu, non? Et là, surtout, la fille du théâtre a appelé. Elle a dit mais qu'est-ce qui s'est passé?
dans la nuit. Magnifique. Et donc voilà, donc c'est parti. Ok. Et est-ce que c'est ça ton plus beau souvenir, on va dire, sur scène? Est-ce que tu as un moment qui t'a marqué dans toute cette carrière? Un truc où tu te dis waouh? Parce qu'après on demandera le pire, mais le plus beau souvenir, est-ce que c'est peut-être ce passage-là qui t'a permis de convertir toutes ces années? En fait, après d'un coup, tu te rends compte que voilà, après tu vois quand même 12 ans ou 13 ans de trucs et de machin, parce qu'après d'un coup, il faut pas en faire qu'une de télé. Non. Alors après, tu fais des trucs, après Drucker, après ça se rajoute, après les machins, après tu pouvais pas allumer la télé sans me voir. Donc c'était beaucoup. Après, on t'appelle, les trucs, les machins, les dates. Donc Lille, complet, là-bas, complet, 1002, 1008, trucs, machin. Putain, d'un coup, tu te dis où je vais. Et là, tu pars d'un coup sur ça dure un moment où, voilà quoi. Et donc, alors tu pries pour que ça dure. Et en même temps, tu jouis du moment parce que tu l'as tellement attendu. Il faut kiffer. Et donc voilà quoi. Donc en plus, moi, j'ai jamais fait trop d'unanimité contre moi. Voilà, les gens étaient plutôt contents. Il y a toujours des mecs qui m'aiment pas et voilà. Mais c'est pas grave. Mais non, c'était cool quoi. Okay. Mais il fallait que ça dure. Et ton pire souvenir sur scène, est-ce que tu as une truc? Alors mon meilleur souvenir quand même, c'est quand le producteur de mon spectacle, Claude François, est venu me voir et il m'a dit, Patrick, on voit les ventes de billets, on voit la tournée, le truc, le machin. Donc il me dit, je pense qu'on peut le faire, on va faire l'Olympia. Ah puis voilà. Et parce que c'était au bout d'un truc, tu vois, une vraie récompense. C'est une boucle. Et donc là, oui, là oh putain, l'Olympia, ça fait peur. Ok. Et le pire? J'en ai un million de tu vois, celle de 3 là, j'ai joué devant 12, je voulais pas y aller un jour. Il y avait Paul Prébois, vous n'avez pas connu, Paul Prébois, c'était un acteur. Putain, il faisait plein de films avec Louis de Funès et tout, tu vois, un vieux monsieur, là, tu vois, il faisait un one-man show après, parce qu'il avait fait plein d'émissions avec Patrick Sébastien qui avait cartonné. Alors, donc, il faisait du one-man show, il était âgé, on partageait la même loge. Et un jour, j'ai dit combien ils sont, il me dit 11. Je dis, ah putain, encore, tu vois, j'en avais marre. Et je dis, j'y vais pas. Et Miletti, que Dieu ait son âme, le pauvre, le directeur du théâtre où a débuté Muriel Robin, plein de gens là-bas, me dit, quoi, nanani, nanana, il m'engueule. Il me dit, Paul, il me dit, tu as vu la carrière qu'il a? Il me dit, ça fait 50 ans, il a joué avec les plus grands acteurs et tout, nanana. Tu sais combien ils étaient hier? Il me dit 40. Il m'a même pas posé la question, il y est allé. Alors toi, tu vas y aller tout de suite. Oh putain. Et j'y étais allé, mais c'est des trucs comme ça qui reviennent des pas fois. Beaucoup. Après, bon, tu as tous les problèmes techniques et tout qui t'arrivent, les conneries, que tu es malade, tu vois, où il t'arrive des problèmes familiaux, tu es obligé de jouer. Mais professionnellement parlant, c'est tous ces moments-là. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de l'accent, qui est très présent. Moi aussi, j'ai l'accent. On est marseillais. Est-ce qu'il aide à faire rire ou est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est la discrimination? Parle-nous un peu de ça. Est-ce que toi, je pense qu'il t'a aidé, comme tu disais au début, avec Nils, par exemple? Non, moi, il m'a, comment on appelle ça? Il a permis, et c'est très important quand tu veux faire du comédien ou du seul en scène, en tout cas, il faut avoir un particularisme, quoi. Ça t'aide, se différencier. Exactement, qu'on puisse tout de suite dire, ah oui, c'est lui. Et donc, moi, je l'avais, parce que d'un coup, mais le problème, c'est que moi, à chaque fois, que ce soit toutes les émissions, j'en ai fait 1 million, chaque fois, il disait avec Danny Boone, Gad Elmaleh, avec Ramzi, le Marseillais Patrick Bosso. Putain, je disais, mais pourquoi chaque fois vous dites ça? Pourquoi vous dites pas alors Laurent Gérard, Clermont-Ferrand? Tu vois, il n'y avait que moi à chaque fois qu'on me disait ça. Alors d'un coup, des fois, je le prenais bien, des fois moins bien. Parce que tu n'as pas envie d'être réduit à ça. Moi, il y a plein de gens à Paris qui sont de l'intelligence et à la tête de mes couilles, qui ne sont pas venus voir mon spectacle parce qu'ils me voyaient pour de mauvaises raisons. Alors que le spectacle, quand tu les vois, je jouais, quoi. Il y avait une histoire que tu n'aimes pas. Mais je n'ai jamais volé les gens. Donc voilà, quoi. Il y avait un vrai truc. Et puis moi, je me suis évertué surtout. Je n'ai jamais fait 2 fois le même spectacle. J'ai plus jamais rejoué le supporter. C'est fou. Je l'ai fait une fois. Je voulais pas qu'on dise Bosso, lui du supporter. Pas du tout. Et que tu le tires pendant 25 ans. Pas du tout. Donc chaque fois, vous pouvez regarder tous les spectacles que j'ai joués. Des fois, il y a un truc qui revient, une phrase, parce que j'ai envie de faire un clin d'œil. Mais jamais j'ai fait le même spectacle. C'était des trucs différents. Et j'ai fini après le dernier avec le stand-up, quoi. Les 2 derniers. D'ailleurs, ta façon de jouer sur scène, c'est une question, mais je pense avoir la réponse. Parce que là, on te voit un peu dans les comédie clubs, elle a changé. C'est plus du stand-up
Oui, mais parce que moi, au début, quand j'ai fait ce métier, je voulais faire du théâtre, je voulais être comédien. Mais personne n'y m'appelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ma grand-mère, je fais mon père. Si tu me dis, fais Roland de Roncevaux, je le fais, moi. Mais personne n'y m'appelle. Donc, du coup, je m'écris des spectacles où je joue. Parce que Elie Semoun le dit bien, il a raison, on en a parlé. À un moment donné, rester 1h30 avec le micro à la main. Moi, j'avais envie de faire des personnages, de rigoler, de faire ma mère. Je les avais trouvés, quoi. Donc voilà, mais entre ma mère et tout ça, je parlais aux gens. Donc c'était un mix de ça, quoi. C'était pas juste une pièce de théâtre que je jouais pendant 1h30. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de Drucker. Tu as aussi fait Montreux. Ouais. Incroyable, j'ai vu le passage. Bien sûr. C'est fou. Plusieurs fois. Ouais. Et Montreux, c'est un festival d'humour. Maintenant, c'est un peu ça. Si tu fais un bon Montreux, les gens disent ça y est, t'es validé, voilà, ça décolle, quoi. Toi, tu l'as fait tu en as fait plusieurs, du coup. Plusieurs, et dans un, je crois que c'était moi le chef, non? Je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Ouais, je m'en souviens plus. Ouais, non, mais je me souviens parce que j'avais une chambre tellement grande que j'avais peur la nuit. Je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont donné ça? La Suisse, ça me plaît. Tu as vu, nous, on est peureux. L'ombre des sapins, tout ça, on maîtrise pas. Exact. C'est coin du monde. Et donc, au plus la chambre elle est grande, je pense qu'au plus, tu es un peu la vedette du truc. Donc, ça, je m'en souviens. Mais exactement. Après, quand tu es invité dans des gros festivals comme ça, tu t'es dit, voilà, quoi, il y a un côté un peu reconnaissance. On t'a vu aussi dans des films, les collègues, film, ça me pense à Marseillais, c'était il y a presque 30 ans aussi. On t'a vu dans le film Marseille avec Cad. Oui. C'était il y a presque 10 ans. Moi, je fais pas de. L'accent a été vraiment une barrière incroyable pour le cinéma. Alors là, oui, ça c'est sûr et certain. Ah ouais. Ça c'est sûr et certain. Tu as fait des castings et, oui. Et on t'a fait comprendre. Oui. Je racontais ça dans un spectacle où j'avais appris 2 ou 3 pages, à peine j'ai ouvert la porte, j'ai fait là que 4 heures. Tu sais ce que c'est des castings, tu vois. Et j'ai dit bonjour, le mec il m'a dit pardon. J'ai dit bonjour, il m'a dit vous avez un accent, il m'a dit non, on est désolé, on vous l'a pas dit. J'ai dit non. Et ça m'est arrivé 100 fois. Et même dans des films où il y a des gens avec des accents, on prend des gens qui n'ont pas d'accent. Donc, tu as bien compris. Plus belle la vie, il n'y a pas un Marseillais qui a l'accent. Tu vois, pour la blague. Plein de films, quoi. Où tu te dis, putain, alors s'ils ne prennent pas des mecs qui ont de l'accent, un accent dans la ville où ils jouent, quoi, tu vois, donc on est cuit. Et puis, sincèrement, je suis d'accord avec Roman Frécinet, qui dit qu'il est le cinéma, il dit moi je suis pas acteur de cinéma. Moi franchement je crois que j'ai fait des trucs, mais un peu que je me sentais pas désiré, un peu que ça me cassait les couilles. Franchement moi j'adore, moi je te dis la vérité, c'est mon grand kiff. Quand tu arrives à 8h, 8h30, tu es derrière le rideau, l'autre il te dit bon Patrick on va y aller quand tu veux, quoi, tu vois, tu dis la bonne pression. Et d'un coup tu entends putain je suis quand même pas loin, tu vois, et d'un coup l'autre tu dis vas-y c'est bon, il éteint la lumière et j'ai un faux. Ouais, c'est incroyable. Et que ce rideau il s'ouvre, mais ça vaut 1 milliard pour moi. 1 milliard ça vaut. Et là, au cinéma, vraiment, le peu que j'en ai fait, quoi. Je me suis ennuyé. Mais sincèrement, c'est pas de l'aigreur. Non. Parce que tu vois, comme je me suis accroché 15 ans, je peux te dire que si ça m'avait plu. Je le mords les pieds, le producteur. Il me voit devant chez lui, à un moment donné. Je le kidnappe. Et je se réveille au frigo, il n'a pas compris. J'ai des amis à moi, ils lui brûlent les pieds. Je vais me faire du cinéma, tu vas pas me casser les couilles. Non, tu vois, t'arrives à 6h du matin, t'attends dans la loge, il y a pire, mais je parle du boulot en lui-même. D'un coup, à 10h du matin, au moment où tu dors, on vient te chercher, on te dit c'est à toi, là tu te retrouves au milieu de plein de caméras, tu fais un truc, c'est drôle, tu sais pas, ça sort un an après. C'est pas faux. Moi, c'est tac, on va au jour direct, à 10h30 c'est fini, t'as déchargé, c'est moi le patron. Exactement. Après, c'est pour ça que des fois, je vous plains quand tu joues 10 minutes, parce qu'1h30, il y a plein de trucs, tu vois. C'est-à-dire, moi, si je veux faire un gros plan à moi-même, je vais marcher sur scène, les gens vont me regarder comme ça. Si je m'arrête, les gens ils vont me regarder là. Si je cligne de l'œil, ils me regardent là. Je le fais, mon montage. Je me le fais, le film, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que on va pas inventer. Cinéma ou scène, c'est bon, on a la réponse. Il n'y a même pas de... Il y a même pas de... Ouais. Mais la plupart, regarde les comédiens de théâtre, tous. En plus, maintenant, ça s'est dilué. Mais avant, tu étais comédien si tu avais fait du théâtre. Tu as gardé de bons contacts avec, ou même tu as des potes dans ce milieu, que ce soit humour, cinéma, tu as des gens avec qui vraiment tu t'entends toujours très bien? Déjà, moi j'ai énormément de respect pour celui qui va tout seul sur scène avec des trucs qu'il a écrits et qui dit je vais vous faire rire. Parce que c'est présomptueux quand même. Je dis excusez-moi, asseyez-vous. Écoutez-moi. Et en même temps, c'est touchant, moi, quand les gens viennent et qu'ils ont acheté un billet pour rire. C'est fou ça aussi quand même. Tu vois, moi il y a ça qui me touche, c'est quand les gens ils achètent des souvenirs. Putain, mais les souvenirs, c'est dans la tête, quoi, tu vois. Ben là, tu achètes un souvenir, tu vois. Et donc là, tu achètes un truc pour rire. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait les mêmes spectacles.
je veux pas me dire, et que mes spectacles duraient 2 heures moins le quart, que je sors, je suis mort. Ouais. Parce que les gens, il y avait un truc d'ouvrier, tu sais, à l'ancienne. Tu leur donnes, en fait. Ouais, les gars, il n'y a pas d'arrangement, là, il faut y aller, mon pote, les mecs, et il faut que ça soit drôle. Un mois de répète, moi, je faisais un mois de répétition, tu me demandais. Oui. Ben oui, parce que je travaille avec des metteurs en scène, Gilles Galliot, des grands metteurs en scène. Donc les mecs qui sont drôles, tu sais, des mecs qui ont un œil, qui faisaient des pièces, que quand tu allais voir, tu rigolais, mais c'était fin. Ouais. Donc les mecs m'aidaient. Il fallait bien que j'ai un retour. Donc du coup, au moins un mois de répétition. Tu arrives après là, le spectacle il est béton, tu gères de A à Z, tu le fais dans tous les sens. Et après, tu joues. Alors après, évidemment, t'affines, tu trucs, tu machines, tu dis ouais, t'as vu là à un moment donné, ils ont rigolé, mais pas comme on espérait. Ouais, parce que tu l'as dit trop tard. Nanani, nanana. Rib me disait toujours tan tagadan tan, tswing tswing, pas tan tagadan tan, tswing tswing. Elle est morte la vanne, mon ami. Il y en a qu'une. Tan tagadan tan, tswing tswing. Tu l'as trouvé ou pas? Ben trouve-le. Et après, tu passes ton temps à faire ça, mais c'est une jouissance énorme. Quoi. Et du coup, des copains dans ce milieu encore? Ah, des copains dans ce milieu, ouais, franchement, oui. Des potes, ouais. Parce qu'on ne t'a pas vu, ça fait quelques temps qu'on ne t'a pas vu. Ça fait quelques années où tu t'es fait plus discret. Est-ce que c'est volontaire? Volontaire, ah oui. Enfin, oui. Non, il n'y a rien, tout va bien, les gars. Non, c'est qu'à un moment donné, écoute, c'est pas pour dire, j'ai 63 ans, on va dire 64, c'est un âge quand même, tu vois, vous me voyez comme un jeune. Mais bon, à un moment donné, et donc, comme tu l'as vu que j'ai pas fait beaucoup de cinéma, de trucs, de machin, j'ai toujours joué sur scène, moi. Un rythme d'un spectacle 2 ans, 1 an d'arrêt avec une écriture de spectacle au milieu. Des répétitions et repartir sur les routes, Paris et tout, nanana. Et à un moment donné, ce qui me pèse, c'est les trains, quoi, les voyages, les hôtels. Je suis content du succès, mais à un moment donné, voilà, quoi, il y a une sorte de truc. D'investissement personnel. Au bout de 30 ans. Pas compte, ouais, quoi, 30 ans. Alors, des fois, tu as des collègues, ils me font rigoler. Oh, bon, Patrick, ça va, tu es où? Ben, je dis, je suis à Brest. Qu'est-ce que tu fous à Brest? Ben, j'ai dit, je joue ce soir là-bas. Putain, tu joues à Brest. Et demain, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me lève à Brest, donc on a ta race. Le temps de revenir. C'est pas comme ça. Donc, c'est tout un truc. Et à la fin, j'ai commencé à sentir. Autant le plaisir sur scène, mais je faisais que des vidéos de moi à 9h du matin sur le quai de la gare, tu sais, ou quand tu l'écoutais. Mais c'est tout à ton honneur de se dire, ok, je commence à le ressentir, et je vais pas me forcer, je vais pas me faire trop. Et donc voilà, et comme j'ai jamais eu de voiture, de Ferrari, tout ça, nanani, voilà, je me suis dit, Patrick, calme un peu, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est tout un nouveau monde maintenant. Vous, les vidéos, les trucs, Internet. Parce que toi, tu as vraiment vu la transformation. Mais c'est énorme. C'est un monde, quoi. Et où je me replonge dans ce monde, dans une compétition de chiffres, et toi 120 000, moi 130 000 collègues, trucs, machin, tout ça, où je dis, les gars, allez-y, ça m'intéresse, je m'intéresse à votre monde, mais la compétition, ça fait 30 ans que je suis en compétition. Bon, c'est bon, 30 ans comme je dis, les gars, alors il y a du monde à Neu-les-Mines. À Neu-les-Mines, ça va, mais par contre, à Sochaux, il faudra remplir, nanana. Ah bon, après l'autre, il te dit, c'est complet. Oh putain, c'est bon, merci. Tu vois, vivre avec tout ça et profiter un peu aussi, quoi. Parce qu'on dit souvent, les gars, mais bon, j'ai fait tout un spectacle là-dessus sur l'âge. J'ai étudié. Et là où j'ai été marron, c'est Gad qui me dit, via l'inauguration de mon Comedy Club. C'est ce que j'allais dire, du coup, on te voit dans le Comedy Club de Gad Elmaleh, le Vigs. C'est toi qui es retourné ou c'est un peu... Non, lui, il me dit, viens. Je dis, écoute, je peux pas venir à l'inauguration, mais dès que je suis à Marseille... Je viens, j'arrive à Marseille, il me dit bon, je suis là, on y va et tout, hein. Et il me dit monte sur scène, racontez l'histoire du Zodiac, qui est une histoire vraie. Plus. Et Gad le lendemain me lance un message très gentil en me disant mais Patrick, t'es fou toi. Mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit mais tu peux pas. Et on va manger, et j'explique, je dis Gad, je peux pas. J'aime bien Laval, mais dormir à Laval. Après, aller à Limoges, j'ai plus pris le trémois que tous les contrôleurs. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais tellement de miles, ils m'ont donné un wagon, je le dis dans le truc. Ils ne savaient plus comment donner la SNCF. L'autre, il m'a dit, tiens, prends ma femme. On ne sait plus, monsieur, là, tout ce qu'on peut donner, on vous l'a donné. Tu dors, tu te réveilles dans le train, tu t'en vas tôt le matin. Et tu vois, c'est ça, c'est ce truc-là, quoi, tu vois. Alors, je l'ai vécu bien, tu fais des émissions de radio quand tu arrives, des trucs, des machines, tu as toute une organisation. Et à un moment donné, j'ai dit, Patrick, là, 63, 64, tu vois. Et là, j'ai trouvé le bon compromis. Ouais, voilà. C'est ça, des trucs plus courts, passage. C'est à côté de chez moi. Je m'arrête à scooter.
je me dis, tiens, je vais faire un petit quart d'heure. Tu vois, comme un drogué. Ouais, c'est ça, histoire de reprendre ta dose. Voilà, voir un peu les gens comme ça. Et après, voilà, quoi. Alors, du coup, comme les vidéos, tu sais, après, tu rentres dans un truc, 800 000, 700 000. L'autre, il me dit, oh là là, Julien Vigne, il me dit, mais tu es fou, toi. Voilà les vues que tu fais. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Il s'est mis avec moi, il m'a ouvert Instagram. C'est lui qui me l'a fait. On le reçoit bientôt, Julien Vigne, les copains. C'est l'humoriste marseillais aux cheveux bleus. Il vous expliquera. J'ai dit, écoutez, les gars, moi, si vous voulez, Bosso et ses minots. Voilà, en même temps, ça permet à ceux d'avant peut-être de rencontrer un public qu'ils n'auraient pas eu. Parce que ceux qui me connaissent, peut-être, ils ne vous connaissent pas, vous, et vice-versa. Et du coup, j'ai fait. Voilà. Donc, des petites apparitions. Et comme c'est complet, les gens ils viennent. Je m'amuse. Et là, là, on va faire quelques trucs extérieurs cet été. Magnifique. Voilà, des festivals. Ou des festivals. Donc, pas de spectacle tout de suite et de retour. Non, c'est une organisation, tu vois, là, je m'en sors bien. 1h30, tu sais ce que c'est, les gars. Tu vois, c'est un truc de ouf, les gens, c'est 2h moins 20. Non, là, je me régale, c'est un shot, quoi, tu vois. Mais les gens se régalent aussi, parce que... Ça marche, j'ai vu les vidéos, les gens se régalent. Comme je disais, je pense que les gens sont contents de te revoir aussi. Il y a quand même ce qu'ils me disent. Beaucoup de gens... Je pense que tu as marqué vraiment une grosse génération, même plusieurs, donc ils sont contents de te voir revenir. On a hâte de te revoir. Du coup, c'est beaucoup au VIX qu'on te retrouve? Ouais, au VIX. Après, je sais pas, dans des festivals, il y a la Ciotat, c'était on y sera le 6 août, du coup. Voilà. Ah, tu vas y être aussi, tu vas oh là 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 là, dans quelle merde je me suis mis, voilà. Allez, on fait la promo, on mettra même le lien de la billetterie. Voilà, après, je sais pas, il y a Aiguille, il y a voilà, dans la Drôme, il y a 5 ou 6 festivals comme ça, et 2 ou 3 fois au VIX aussi, Bosso et ses minots de Panis, tu vois. Magnifique. Pour finir, on t'a vu dans Masked Singer à une époque. Castor, il y a pas une époque, il y a 2 ans. C'est ça, c'était marrant. Non, c'est rigolo, parce que moi je connaissais pas du tout l'émission, et ça faisait la 3e fois qu'il m'appelait, et avec ma fille on a rigolé à un moment donné, quoi. Et t'as envoyé les costumes, tu vois, tu peux les choisir, mais tu n'as pas encore signé rien là. Et ma fille elle me dit, ah papa, le Castor, on commence à déconner et tout, balabim balaboum. Et voilà, et puis après tu avances dans le truc, et bon, moi j'ai été éliminé assez rapidement. Franchement, respect à tous ceux qui sont dans des costumes chez Astérix, Obélix, Blanche-Neige et les 7 nains. Alors on n'en parle pas. Donc voilà, respect à vous tous, parce que franchement c'est un drôle de métier. On t'a vu aussi beaucoup devenir égérie de Point S. On va finir sur ça. Ah d'accord. Putain. Non, ça c'est des opportunités d'acteurs. Ouais. C'est tout, tu vois, c'est mon agent qui m'avait dit, il y a un moment donné, ils sont arrivés, tu sais, ils font des études sur toi incroyables. Ah ouais? Ah oui. Ah, ça a été... Ah ouais, enfin, pas à partir du moment où ils commencent à envisager quelqu'un, savoir, tu vois, ce que tu as fait, où tu vas, comment tu réfléchis, c'est un truc de fou. Et à un moment donné, on n'était plus que 2. Donc ils m'ont demandé si j'étais intéressé. Non. Tu me le diras en off, mais je le dirai pas. Et donc voilà, et je peux te dire Et donc voilà, et donc à partir de ça, je le racontais dans un spectacle. Ce qui est marrant, c'est que au début de moi, je me souviens quand je faisais encore même pas le comédien, je vendais les programmes. Quand tu faisais une pub, c'est que tu n'avais pas d'oseille. C'est que c'était mal vu. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas bien vu de faire une pub. Tu la faisais. Ah oui, c'est le mec de après. C'est lui de Pec Lessive, voilà. Tu vois, c'était pas bien vu. Alors qu'en plus, pourtant, ça rémunère bien les pubs. Mais à l'époque, non. Ah, d'accord. Et tu étais payé au passage, parce qu'il y avait 3 chaînes. Aujourd'hui, tu as compris, tu te payes au passage avec 120 chaînes. Mais, et aujourd'hui, Brad Pitt, Georges Clooney, Patrick Bosso, les gars, voilà, voilà, what else. Et donc voilà, donc du coup, quand ils m'ont proposé, ça m'a fait drôle. Et j'ai fait ça 14 ans en fait. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai pas vu du coup la date exacte sur internet, mais c'est énorme, 14 piges, putain. Ouais, c'est énorme. 3 ans, j'ai fait. Après, ils m'ont dit, putain, ça se passe bien, est-ce que vous voulez refaire 3 ans? Oui, bon, après, il faut assumer dans la rue, c'est pas de stress, n'importe où j'allais, quoi, tu vois ce que tu dis. Ouais, c'est comme Courbet à l'époque avec les fenêtres. Voilà, ou plein, tous, quoi, tu vois, enfin, tous les trucs, à ma guise, Jean Rochefort, tu vois, donc voilà, le mec, il a 120 films, des Césars, des trucs, on dit à ma guise, lui, il avait mal vécu. Et donc voilà, et moi, j'ai rigolé. J'ai même rigolé un jour avec une copine, on était tombé en panne en voiture. J'allais dire, du coup, tu payes encore les réparations. Attends, non, on est tombé en panne en voiture au ski. Elle avait fait le moteur à la gelée, t'as bien compris l'embrouille. Et elle appelle le dépanneur nous prend et il dit, je vais vous amener à Briançon, je sais pas où. Et il dit, et moi, je suis assis sur le petit fauteuil au milieu de la dépanneuse. Il dit, chez Poignas. Et là, je crois que le mec m'a reconnu, pas du tout. Et donc, quand on est arrivé dans le garage, le mec me voit rentrer. Et moi, à un moment donné, je parle, tu sais, comme tu dis, il y en aura pour longtemps dans la réparation. La femme derrière le truc, elle s'est levée, elle m'a vu. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
il tourne, c'est ennemi, tu vois. Donc elle est partie à la diata, elle est allée chercher son mari dans l'atelier, le pauvre, tu vois. Et donc son mari, il est venu. Là, il avait un trait là, noir. À mon avis, il s'est recoiffé, tu vois. Et donc, non, t'es vraiment en panne, quoi. Non, il m'a... Et il a dépanné, il t'a fait payer ou pas? Il était marrant, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr qu'il a fait payer l'assurance, oui. Non, mais les gens, ils me disaient, des fois, dans la rue, les gens me disaient, tu n'as pas des pneus. Mais il y a où des pneus? Mais il y a où tu as des pneus? Tu es con, quoi? J'en ai pas, moi. Mais c'était marrant de faire ça. D'accord. Ok, ben écoute Patrick, je crois qu'on arrive un peu à la fin de mes questions. Ah ben ouais. C'est marrant parce que tu avais dit dans une interview que toi tu étais un mec gentil. Ah bon? Ouais. Et tu as dit que tu changerais pas. Et moi j'ai un peu ce même trait de caractère. Et je sais pas pourquoi, j'ai vécu un peu la même chose. Je suis parti à Paris tout seul. Pareil, il y a des choses dont tu as parlé qui m'ont vraiment parlé. Où des fois tu te dis putain, je fais des choses. Je me couche à 5h du matin, je fais des trucs au Stade de France, je sais pas ce que je fous là. Voilà, et tout. c'est ça. Donc je suis très content que tu sois venu dans cette émission, dans cette vidéo. J'ai même baladé des poneys, tiens. Non, parce que d'un coup, des poneys dans le salon de l'agriculture. Voilà, j'ai gardé des poneys. Même ça, j'ai fait. Incroyable. Voilà, excuse-moi. Au fur et à mesure, les boulots me reviennent. Ça m'a fait rigoler. Et du coup, moi aussi, je suis quelqu'un de gentil à la base. Tu vois, je suis pas sur les gens, je suis pas là pour... S'il y a un souci, on en discute et tout. Je pense que vous avez passé un moment avec 2 personnes gentilles. Voilà, les amis. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Après, non, alors, c'est toujours dur de s'attribuer comme ça des gentils ou quoi, je sais pas quoi. Moi, je suis, comment on appelle ça, parce qu'il y a un mot il y a plein de mots qui sont galvaudés aujourd'hui, vraiment, qui sont galvaudés, on les dit à tort et à travers, quoi, tu vois. Et je pense que le plus qui est galvaudé, c'est respect. Tout le monde dit ça, mais on a l'impression que ça s'adresse qu'à la personne qui veut être respectée, mais sans respecter les autres, quoi, tu vois. Et s'il y a vraiment un mot qui marche dans les 2 sens, c'est celui-là, sinon il ne vaut pas le coup, sinon il ne peut pas marcher, quoi. Complètement. Donc voilà, je suis attaché à ce mot, mais le respect par rapport à ce que je fais sur scène, respect par rapport aux gens qui viennent me voir, essayer. Après, ça ne veut pas dire que tu fais les choses bien. Ça veut dire, des fois, tu rates, mais tu as raté avec respect. Au moins ça. Tu vois, voilà. Donc je me suis toujours évertué dans ma vie à rater avec respect. Eh ben, magnifique. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. On retrouve Patrick un peu avec des dates. Déjà, voilà, sur gauche à droite, mais en tout cas, voilà, parce que des fois, les gens ils disent ah, Bosso, il a disparu et tout. Là, il est toujours là. Là, on me propose une série, on me proposait, voilà, là, je dois faire les trucs avec TF1 et tout, mais des fois, à un moment donné, je me dis, mais Patrick, à un moment donné, quoi, tu comprends, il faut bien que si je refais des trucs à un moment donné. Alors, c'est vrai, je prends du plaisir et tout, mais j'aime bien l'hiver. Petite vie tranquille maintenant. Voilà. Okay. Et mêler ça un peu au milieu. Aller voir les jeunes, rigoler avec eux. Là, je suis content, tu vois, la Ciotat. On y va, tu as compris. On fait la partie de boule derrière, après on monte le truc, on fait bien notre truc, après on boit un coup, je suis content. Déjà, je suis très content avec tous ces mecs qui font du stand-up, ou ces filles à Marseille, quoi, tu vois, qui me considèrent comme l'une des leurs. Alors que, tu vois, tu pourrais dire, des fois, quand je monte sur scène au VIX, je l'ai dit, quoi, j'ai l'impression d'être le vieux monsieur, tu sais, qui a de la musique, il entend en bas, il descend. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Des fois, j'ai l'impression d'être celui-là. Et donc, voilà, quoi. Et donc, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et merde à nous tous. Exactement. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore merci au studio Mediacast, c'est au rond-point du Prado, les amis. Si vous voulez enregistrer votre podcast, n'hésitez pas. Je vous mets l'Instagram du studio. Vrai, les fauteuils sont confortables. Ils sont bien, on est bien assis. L'eau, elle est claire. Bonne, magnifique, les mugs sont beaux. Je mets aussi l'Instagram de Patrick parce que tu as des retours sur Instagram. Alors là, on fera des petits extraits et tout. Voilà, si vous voulez le retrouver. Je vais vous raconter sur Instagram comment j'ai fait pour mettre Instagram. Voilà. Et là, vous allez rigoler. Exactement. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. On s'abonne à la chaîne 100% JM et on se retrouve mercredi prochain à 17h. Merci Patrick, vraiment c'était un plaisir. Merci à vous et aussi à bientôt. Ciao l'équipe. Ciao.